Tout le monde, ou presque, a son avis sur le cannabis et sur son usage, mais peu nombreux sont ceux qui peuvent dire précisément d'où vient la plante, quel a été son rôle au fil des siècles et pourquoi sa légalisation ou sa prohibition divise nos sociétés un peu partout dans le monde. Avec nous pour en parler, Simon Piel, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous êtes Merci. journaliste au quotidien français Le Monde et vous publiez avec Thomas Saint-Ourens le roman du cannabis, Origine, évolution et usage. C'est aux éditions de l'Aube et avec donc nos confrères du Monde. Alors, on va commencer par l'actualité, puisque pas un jour en France, en Europe ou dans le monde, on ne parle de drogue, de trafic de drogue, d'arrestation. Gérald Darmanin l'affirme aujourd'hui, 3814 personnes ont été arrêtées lors des opérations antidrogue baptisées par le gouvernement français Place Net XXL. 600 de ces personnes ont été déférées, c'est-à-dire présentées devant la justice. Prohibition, répression, ça reste la doctrine de la France, selon vous ? Ah oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Le bras répressif, le volet répressif de l'appréhension de la politique sur les drogues en France est essentiellement répressif. Gérald Darmanin s'en est jamais caché. Il a toujours dit, il a une citation célèbre qu'on lui attribue où il dit on ne va pas légaliser cette merde. Le président Macron, alors qu'en 2016, il avait plutôt fait montre d'une forme d'ouverture sur la question, est revenu sur le sujet et manifestement n'a aucune envie d'ouvrir ce débat aujourd'hui. Compte tenu de la montée en puissance des groupes criminels qui est réelle sur le cannabis mais aussi beaucoup sur la cocaïne, ils ont décidé d'axer leur action et leur communication essentiellement sur la répression. Pourtant, loin de s'améliorer, il y a effectivement ce que le gouvernement appelle le harcèlement des points de deal et pourtant on a des jeunes, de plus en plus jeunes, les choufs notamment, ceux qui sont là pour surveiller si la police arrive. Pourtant, il n'y a pas de différence culturelle fondamentale entre un pays comme la France et l'Allemagne, ce sont deux pays voisins, limitrophes. L'Allemagne a, début avril, légalisé le cannabis à usage récréatif. Il est même possible d'en cultiver à la maison, dans une certaine proportion. Comment expliquer cette position de la France ? Cette position de la France, elle est historique. Il n'y a jamais vraiment eu d'ouverture sur le sujet. Le cannabis est considéré comme une substance vénéneuse, comme le dit la loi, depuis les années 70. D'ailleurs, c'était à la faveur d'un fait divers qui concernait une overdose d'héroïne que la France a légiféré sur la question. Et depuis, en fait, on n'a quasiment pas bougé. Il y a eu un petit peu d'air sur le sujet concernant les consommateurs en 2019 avec la création d'une amende forfaitaire pour les consommateurs. Mais c'est tout. Donc il y a une dimension historique et culturelle qui concerne singulièrement la France et qui explique pourquoi on en est là aujourd'hui et que le débat, manifestement, ne sera pas ouvert par l'exécutif concernant le cannabis. Alors, l'argument de ceux qui sont contre, c'est de dire, au fond, ça ne va rien changer. Et c'est vrai qu'on va le voir avec la Californie. Ce n'est pas parce qu'on légalise que tout va mieux en termes de baisse de la consommation. Mais on pourrait au moins se dire qu'il y a de l'argent qui entre, comme au Québec et au Canada. Justin Trudeau, le Premier ministre, le rappelait il n'y a pas longtemps. Ça n'a pas révolutionné, mais ça nous apporte quand même beaucoup d'argent pour la prévention notamment et pour la recherche. Ça apporte de l'argent, évidemment, parce que l'État peut appliquer des taxes dès lors qu'il encadre un commerce légal. Mais comme vous le dites, il n'y a pas de solution miracle. En Californie, les taxes qui existent sur ce produit nourrissent la pérennité de circuits parallèles et clandestins qui proposent du cannabis à moindre frais. Donc, il n'y a pas de réponse noire ou blanche et manichéenne. En fait, il faut voir un peu ce qui se passe ici ou là et essayer de prendre les bons exemples pour nourrir la réflexion sur ce qui pourrait se passer en France. Mais il y a des paradoxes. Par exemple, en France, il est impossible de faire de la prévention à la télévision dans les publicités sur un produit qui est donc illégal. Et pourtant, il est très consommé. Je crois que les Français sont parmi les plus gros consommateurs d'Europe. Oui, je crois qu'on établit à près de 5 millions de personnes qui disent fumer de temps en temps du cannabis. Alors, 2016, la Californie dépénalise donc ce qu'on appelle dans la région la marijuana. La surproduction et l'accumulation des contraintes ont produit le résultat inverse. Ça a favorisé la recrudescence de la culture illégale au point qu'on a vu fleurir des plantations clandestines. Image commentée par Luc Hortel. Deux grandes parcelles isolées, un immobilier moins cher que dans le reste de la Californie et beaucoup de soleil. Le cocktail idéal offert par le désert de Mojave pour installer des serres à cannabis et tenter d'échapper à l'impôt sur les récoltes.
L'explosion du marché noir est liée à la taxation de la marijuana en Californie. Certains permis de culture, de fabrication et de distribution coûtent plus de $100 000. Les inspecteurs du comté de San Bernardino détruisent régulièrement les cultures illégales lors de raids. Ce cultivateur vient d'en faire les frais. Ces 6 derniers mois de travail s'achèvent dans la déception. Depuis 2017, je vis ici et les flics ne sont jamais venus me rendre visite comme ça. Je suis content de leur avoir échappé jusqu'ici, mais autour d'ici, à un moment donné, il y avait environ une centaine de serres. La culture illégale du cannabis est également dans le collimateur des autorités, car des pesticides dangereux pour les consommateurs sont utilisés, comme cet insecticide destiné à la pousse du gazon. Voilà donc pour ces éléments. Une réaction peut-être, une plante, le cannabis, qui fascine au point d'avoir des fermes clandestines. Oui, elle fascine. Je pense en l'occurrence aussi parce que ça peut être une source de revenus important. Après, l'exemple de la Californie, effectivement, il ne plaide pas quand on le présente sous cet angle pour quelque chose de plus libéral. La question, c'est aussi de savoir comment l'offre légale peut venir concurrencer d'une manière ou d'une autre l'offre illégale et contenir la puissance des groupes criminels. L'exemple canadien, pour ce que je crois savoir, est plutôt positif de ce point de vue-là. L'offre légale a supplanté l'offre illégale aussi parce que les gens savent un peu mieux ce qu'ils consomment, se rendent dans des officines légales et d'une certaine manière ça peut contribuer à rassurer un peu le consommateur. Et on invite à lire votre livre avec notamment ce chapitre contre l'herbe qui rend fou, entre guillemets. Washington lance dans les années 1930 une guerre sans merci à la marijuana. On est 90 ans après et voilà où on en est. D'où vient le cannabis? D'où vient le kiff? C'est une question à laquelle nous n'avons pas trouvé de réponse, puisque on doit se contenter en fait de l'apparition du terme cannabis dans la littérature à travers le monde. Elle remonte jusqu'à des manuels de pharmacopée chinoise qui datent de 2000 avant Jésus-Christ, par exemple, où les graines de cannabis sont mentionnées comme ayant des vertus contre les nausées ou ce genre de choses. On la retrouve dans la littérature grecque ancienne, où ces volutes euphorisantes sont mentionnées dans certains poèmes. Donc ça remonte très loin. Dire géographiquement d'où ça vient, aujourd'hui, on n'en est pas. Mais vous nous emmenez tout de même au Maroc, un pays dont on parle beaucoup. Qu'en est-il, notamment dans les montagnes du Rif? On vous emmène au Maroc, dans les montagnes du Rif, tout à fait, où le cannabis est cultivé historiquement, notamment parce que c'est une des rares plantes qui s'adapte, on va dire, à la géographie locale, un relief accidenté, une terre qui est assez pauvre, beaucoup de précipitations, et qui s'est ancrée dans la culture rifaine. Et depuis 1956, et l'indépendance du pays, il y a une tolérance qui existe sur la culture du cannabis dans le Rif. Et le Maroc occupe une place centrale et singulière autour de la question du cannabis, puisque c'est le principal fournisseur. Et le régime a toujours eu une ambivalence sur cette question-là. Est-ce qu'il faut l'interdire, quitte à se mettre les rifins à dos? Est-ce qu'il faut l'autoriser? Alors il y a eu des évolutions très récentes, mais qui concernent le cannabis thérapeutique et à usage industriel. Donc on n'est pas encore sur une ouverture, mais le Maroc occupe une place absolument centrale sur la géopolitique et l'industrie du cannabis aujourd'hui. Alors justement, vous travaillez beaucoup aussi sur le trafic de drogue. Peut-être juste quand même un mot, parce que celles et ceux qui nous regardent doivent se dire, on parle quand même d'une drogue, elle est qualifiée de drogue douce, vous avez parlé d'usage thérapeutique, mais à un moment donné, c'est devenu aussi, je parle sous votre contrôle, un fait social et qui est même été dans des courants culturels, artistiques, voilà, qui faisaient cool, qui faisaient bien. Oui. On en rappelle quand même aussi les dangers. En fait, des socialisations, notamment des plus jeunes qui en consomment beaucoup. Il y a deux choses dans votre question qui sont effectivement intéressantes à souligner. C'est que le cannabis, il est pluriel. Et le cannabis aujourd'hui n'est pas forcément le même que celui des années 60, auquel vous faisiez allusion, la Beatnik Generation. Ça, on l'entend souvent, oui.
Bon, Il y avait moins de, pour parler cash, moins de cochonneries. Il y avait, Plus pur. en fait, pour avoir travaillé sur les données de la police scientifique et qui a un recul de plusieurs dizaines d'années sur l'évolution de la résine de cannabis, en moyenne, le THC, donc la substance active, a triplé en 20 ans. Oui. Donc, on ne parle pas du tout de la même chose. À ça s'ajoute une deuxième chose, c'est que pour contourner la législation, il y a une course chez les trafiquants pour créer du cannabis de synthèse, où le taux de THC peut arriver à 40, 50, 60%, avec des dommages potentiels pour la santé qui sont bien au-delà de ce qu'on pouvait dire Sur les neurones et le cerveau. sur les neurones, le cerveau, avec des cas d'hospitalisation, des problèmes cardiaques. Donc effectivement, c'est important de dire que quand on parle du cannabis, il faut savoir de quel cannabis on parle et à quelle destination. Coffee Shop, révolution néerlandaise. C'est un des titres d'ailleurs de votre chapitre. Révolution, mais contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas légal aux Pays-Bas. On l'a rappelé récemment sur TV5 Monde, lorsque l'Allemagne a légalisé l'usage récréatif. Et aujourd'hui, on a une élue, une maire qui s'appelle Femke Halsema, qui dit, je la cite, on pourrait imaginer que la cocaïne, je dis bien la cocaïne, puisse être obtenue auprès de pharmaciens ou via un modèle médical. J'aimerais vous entendre à ce sujet parce que cette maire, cette élue, qui est confrontée à des problèmes de terrain à Amsterdam, dit que ça pourrait résoudre justement des problèmes, en tout cas mieux combattre le narcotrafic, mieux réguler l'économie. Vous qui travaillez sur cette question, qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, les Pays-Bas, à leur manière, un peu comme le Maroc, occupent une place vraiment singulière au sujet du cannabis, puisque effectivement, dans les années 70, ce sont les premiers à pas à légaliser comme vous l'avez dit, mais à tolérer l'existence de coffee shop et donc la vente de cannabis. Aujourd'hui, en fait, ils sont complètement dépassés par l'arrivée massive de cocaïne du Pérou, de Bolivie et de Colombie. Et la maire d'Amsterdam, que vous citez, s'inquiète même du fait que le pays est en train de devenir un narco-État. À ce niveau de responsabilité politique, quand on tient ces propos, c'est vrai que ça interpelle. Et la régularisation de la cocaïne, c'est une proposition qui est lancée, qui peut paraître choquante parce qu'on reste sur des substances. C'est une manière d'alerter aussi. Ouais. Mais je pense que c'est une manière d'alerter sur la situation du pays où un Premier ministre est menacé par les mafias locales, un journaliste a été tué, un avocat a été tué. Donc voilà, c'est pas très loin de chez nous. Et en même temps, ils ont eu une politique ces 40 dernières années qui n'est pas du tout la même que la nôtre. Laquelle est la meilleure ? L'histoire le dira. Hein. Merci beaucoup en tous les cas. Un livre absolument passionnant, le roman du cannabis, origine, évolution et usage, avec Simon Piel, donc ici présent, et Thomas Saint-Orens, Le Monde et édition de l'Aube. Merci à vous. Merci.